Nous sommes le jeudi 29 août 2024, ici Danick Julien et votre premier bulletin d'information Info-CJSR de la saison automne 2024. Cette semaine, on parle de Rivière-à-Pierre qui sera finalement connectée au réseau cellulaire du 6 décembre 2026. On parle avec Daniel Ouellette et Vincent Caron. Saint-Basile, Portneuf et Donnacona ont reçu des aides financières importantes pour travailler sur leurs infrastructures d'eau. Les travaux sont débutés à Saint-Marc-des-Carrières, à l'école secondaire pour un futur gymnase double. Et finalement, encore niveau sport, le Red Bras du Nord fut un véritable succès cette année. Nous avons une entrevue à vous proposer. L'émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Info-CJSR. J'espère que vous avez passé un bon été. Nous commençons cette saison avec une nouvelle qui aura beaucoup d'impact à Rivière-à-Pierre. En effet, la municipalité dirigée par la mairesse Danielle Ouellette sera finalement connectée au réseau cellulaire. L'annonce a été faite ce mardi 27 août à Rivière-à-Pierre devant un grand nombre des maires et mairesses de la MRC de Portneuf, des anciens membres des présidents conseils municipaux de Rivière-à-Pierre, mais aussi devant des acteurs du milieu et des citoyens. On se rappelle d'ailleurs que les maires de Portneuf, au courant de l'année, ont adopté des résolutions qui visaient à demander au gouvernement du Québec d'agir dans ce dossier. En juin 2024, le gouvernement du Québec avait annoncé 100 sites dans la province qui allaient recevoir une tour de télécommunication cellulaire. Par contre, à ce moment-là, Rivière-à-Pierre n'en faisait pas partie. Voici donc Vincent Caron à propos de ce qui a été fait pour finalement faire approuver le projet. Permettez-moi d'apporter une petite précision sur le dénouement du dossier. Là. Toutes sortes de choses se sont dites. La vraie histoire, c'est celle-ci. Et Vincent Gagné de TELUS, qui est dans la salle, c'est comme moi la manière dont ça s'est déroulé. Donc, quand les 100 tours ont été annoncés, comme vous, j'ai été déçu de ne pas voir apparaître le nom de Rivière-à-Pierre. Donc, j'ai eu un échange avec notre Premier ministre, avec François Legault. Je lui ai dit ma déception. Mon rôle de député, c'est ça. C'est de défendre et de, comme Guillaume le dit souvent, d'enfiler ma gants de boxe chaque matin pour aller chercher le meilleur. J'ai parlé, bien entendu, au ministre responsable de la capitale nationale, à Gilles Bélanger, qui est toujours responsable du dossier au sein de notre gouvernement. Et le constat, à ce moment-là, était que le contrat était passé avec TELUS. Je sais aussi que Vincent, qui affectionne beaucoup la région de Portneuf, il a joué un rôle important. Lui au sens, si vous voulez, moi j'ai essayé de convaincre, Vincent a essayé de convaincre. Et finalement, on a réouvert le contrat avec TELUS. Il y a un accord qui a été passé et puis on a trouvé les moyens et la solution pour accepter le financement de 100% du projet par notre gouvernement. TELUS va assumer les frais d'opération, la mise en service, les taxes, les terrains, la mise à jour. Le projet devrait donc coûter au gouvernement environ 1,7 million de dollars, peut-être un peu plus. Pour Rivière-à-Pierre, les retombées seront très importantes. On parle de commerce, des entreprises et de l'industrie touristique qui seront donc bonifiées. Évidemment, pour les citoyens également, ça va augmenter la qualité de vie. Pour parler de tout ça, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Vincent Caron
et la mairesse Danielle Ouellette. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre. Bonjour. Bonjour. Également le député de Portneuf, député de la CAQ, M. Vincent Caron. Bonjour. Bonjour, Daniel, ça va bien? Oui, ça va super bien. On est présentement à Rivière-à-Pierre et l'heure est aux festivités. On le voit, là, vous avez une petite consommation à la main parce qu'il y a quelque chose à célébrer aujourd'hui. On a eu l'annonce d'une tour cellulaire qui va être installée d'ici 2026, fin 2026, à Rivière-à-Pierre. J'imagine là, que pour vous deux, c'est tout qu'un accomplissement. Je commencerai peut-être par Mme Ouellette là, qui a porté ce dossier-là depuis qu'elle est en poste. Oui, c'est sûr. C'est l'aboutissement de 20 ans de travail acharné par tous les maires qui ont passé ici, mes prédécesseurs avant moi. Et aujourd'hui, on peut dire que d'ici 2026, nous allons avoir le réseau cellulaire. Moi, je me pince encore. Honnêtement, là, il y a 3 semaines, j'ai dit à M. Caron, je le verrai quand j'aurai le cellulaire à la main. Mais aujourd'hui même, il y a même des gens qui sont sur le terrain à visiter l'emplacement d'une future tour. Donc, on peut dire que c'est vraiment concret, là. M. Caron, vous, en tant que député, ça faisait partie d'un de vos engagements lors des dernières élections de faire tout en votre pouvoir pour que ça arrive. Et justement, ça n'a pas été facile quand même. J'imagine que vous avez un sentiment de fierté aujourd'hui d'arriver enfin à cette annonce-là. Ben oui, absolument, un grand sentiment de fierté. Je voudrais, non pas me justifier, mais en effet, c'est rare qu'on a un verre à la main, mais on peut trinquer au dénouement de ce beau dossier. Un sentiment de fierté parce que c'est aussi le seul dossier qui aboutit dans la capitale nationale. Quand le Premier ministre avait annoncé les 100 tours en juin dernier, je vous avoue que j'étais un peu déçu de voir que rien n'était prévu pour Rivière-à-Pierre. J'y avais mis jusque-là déjà beaucoup d'acharnement au travail. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne lâche pas prise facilement. Donc je suis retourné voir le Premier ministre, j'ai eu un échange avec lui. Il y a eu des événements aussi qui n'ont pas nui à l'avancée du dossier. Et puis il y a eu aussi TELUS qui tenait à voir ce projet naître ici. Donc vraiment c'est une conjonction des forces, du travail, comme le disait Daniel, des élus qui l'ont précédé et de Daniel, mais du travail aussi de l'ensemble des maires de la MRC, du préfet, bref, tout le monde s'est mobilisé autour de ce dossier-là. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir l'annoncer. C'est vraiment une journée assez merveilleuse. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'annonces depuis que je suis élu député, mais celle-ci me rend particulièrement fier. J'en suis vraiment très heureux parce que c'est un petit peu la consécration suite à un travail, mais surtout et avant tout, c'est qu'on vient répondre à un besoin ici à Rivière-à-Pierre. Puis vous savez que les enjeux de sécurité nous préoccupent beaucoup. Les changements climatiques font en sorte qu'on a des routes qui s'en vont à moitié, etc. Donc d'avoir prochainement ce signal cellulaire et de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir utiliser leur téléphone ici, bien c'est vraiment un grand pas, une journée à marquer d'une pierre blanche. Madame Ouellette, le réseau cellulaire va être très utile pour les gens qui vivent ici à l'année longue à Rivière-à-Pierre, mais pas que. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici. Alors j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Vous savez que Rivière-à-Pierre a un grand territoire. Okay? Nous sommes nichés juste à côté de la réserve de Portneuf. On a la CEPAC, on a les EC de la Rivière-Blanche, de la Batiscan, de la Janotte. Écoutez, on a des travailleurs du forestier, on a des villégiateurs, les pêcheurs, les chasseurs. Le réseau cellulaire, là, il va être à tout le monde, là. Et au niveau touristique, va aider, je pense, votre municipalité également. Mais oui, beaucoup. Et moi, je crois que le réseau cellulaire va apporter du développement aussi à Rivière-à-Pierre parce qu'on a un bel endroit, sauf qu'on était un petit peu enclavé face au réseau cellulaire. On a un très bon réseau d'Internet avec la fibre, avec TELUS. Et là, on va avoir le réseau cellulaire. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas s'en venir rester à Rivière-à-Pierre. Alors, c'est un argument de taille, là, le réseau cellulaire. Oui, monsieur. Monsieur Caron, le gouvernement du Québec va s'occuper de 100% des coûts de ces travaux-là. On est encore au début, là, la phase embryonnaire du projet. Vous nous disiez que c'est environ 1,7 million de dollars pour ce projet-là, ici à Rivière-à-Pierre, peut-être un peu plus.
Oui, c'est ça. Si on fait une règle de 3, on regarde le montant qui est alloué pour les 100 dernières tours. Donc ça correspond à environ 1,7 million. Je discutais tout à l'heure avec les responsables de TELUS qui me disaient qu'ici ce serait peut-être un petit peu plus cher. Donc ce sera dans cette tranche de valeur-là. Mais encore une fois, c'est un engagement de notre gouvernement. On a essayé d'aller chercher un peu d'argent au fédéral, on n'en a pas obtenu, mais on veut respecter absolument cet engagement. Puis moi, Rivière-à-Pierre, c'était une priorité. On sait en revanche qu'il y aura quand même encore des poches qui ne seront pas desservies par un réseau cellulaire. Quand on traverse par exemple Sainte-Christine d'Auvergne, là on sait qu'on perd le signal, à Lac-Sergent par exemple aussi, à certains endroits à Saint-Léonard-de-Portneuf. Donc on va voir, moi je vais continuer d'exercer la même pression pour essayer de trouver une solution à tout ça. Mais vraiment ici c'est de l'argent vraiment très très bien investi au service de la population, au service du développement de la municipalité, au service de la sécurité. Bref, je pense que tout le monde s'en réjouit vraiment. Pour en arriver justement au jour J où on va avoir le réseau cellulaire ici à Rivière-à-Pierre, il y a beaucoup d'étapes. Vous en avez fait mention tout à l'heure lors de la conférence de presse, 5 étapes. Pouvez-vous peut-être nous parler de ça un peu? Oui, il y a 5 étapes. Il va falloir identifier l'endroit. Donc là, il y a déjà la bonne nouvelle. Vraiment, moi, en arrivant ce matin, je voyais déjà des gens qui étaient sur le terrain ici et qui ont déjà fait des approches auprès de certains propriétaires. Donc vraiment, le processus est enclenché. Je comprends Daniel qui dit moi, j'ai hâte d'utiliser mon cellulaire pour y croire vraiment. Mais là, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens ici sur le terrain qui ont déjà ciblé des endroits. Première étape. Deuxième étape, qui est une étape qui est quand même aussi très très importante, qui est l'étape de la consultation. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tout le monde s'entend pour dire qu'à Rivière-à-Pierre, il nous faut absolument un signal cellulaire. Mais si j'annonçais à quelqu'un de Rivière-à-Pierre qui va avoir une tour dans son jardin, c'est certain qu'il risque de me dire, écoute, oui, mais pas chez moi. Donc on va essayer de trouver l'endroit où la tour va être finalement la moins gênante pour l'ensemble de la population. Donc il y a vraiment dès lors qu'on aura identifié un terrain, eh bien là il va y avoir une consultation des résidents tout autour pour connaître leur avis, savoir s'ils sont pour ou contre. Après ça, eh bien cet avis-là, s'il est pour, on va pouvoir le transférer pour obtenir une autorisation du CRTC. Et ensuite, bien, on va passer à la phase construction. Il faut savoir que la construction d'une tour, c'est environ entre 12 et 18 mois. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi je vais continuer d'essayer d'être présent puis de talonner tous les acteurs de ce beau projet pour que ça aboutisse le plus vite possible, sachant que le plus tard que ça puisse être, ce sera en décembre 2026. Et peut-être en terminant cette entrevue, Mme Ouellette, je vous voyais tout à l'heure, vous parliez à des gens qui ont fait partie du conseil municipal de Rivière-à-Pierre dans le passé. Oui. Et j'imagine qu'au niveau de toutes les personnes qui ont été impliquées au niveau de la municipalité, c'est un grand soulagement. Là. Oui. Écoutez, là, j'ai parlé avec Mme Noreau tantôt. Tout à l'heure, Mme Noreau était mairesse dans les années 2012. OK? Et déjà là, le dossier était sur le bureau. Là. Elle dit, hey, je suis tellement contente pour toi. Là. C'est merveilleux. Là. Je ne peux pas dire autrement. Là. Je suis très fière que ça se passe sous mon mandat. En plus, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bien, à vous deux, je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter de ça avec nous et on va pouvoir, j'imagine, s'appeler par téléphone cellulaire prochainement là, à Rivière-à-Pierre. Absolument, et on peut faire un beau chin-chin. Oui. Super. Merci. Merci. Au retour de la pause, on discute des infrastructures d'eau de plusieurs villes de Portneuf. Restez des nôtres. Alors, bonsoir Maxime. Bonsoir Mad. Après un an d'existence, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est devenue une référence dans la grande région de Portneuf. Coudon, t'as sorti ton vocabulaire distingué? Mais c'est important, Maxime, si nous voulons avoir des joueurs de qualité dans nos équipes. Ah! Tu parles du recrutement, là? Ouais, on est présentement à la recherche de nouveaux joueurs pour venir se joindre à notre ligue. Alors, comme je disais, nous sommes une référence. OK. Donne-moi ça, là. Je vais m'en occuper. On cherche des improvisateurs qui sont disponibles les lundis soirs pour toute la saison d'automne qui va se terminer en décembre. Donc, si tu es un joueur expérimenté, tu ne l'as jamais essayé, tu as le goût de t'amuser, viens te joindre à nous.
Oui, mais ça va être important de participer aux ateliers qui seront le 9, 16 et 23 septembre prochain au bureau de CJSR, donc à l'adresse 235 rue Saint-Cyril, le bureau 3. Ah! C'était l'ancienne pharmacie. Voilà. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Merci. Bonne saison. Les villes de Saint-Basile, Portneuf et Donnacona ont chacune reçu de grands montants pour travailler sur leurs infrastructures d'eau. Ces montants proviennent du programme Primo du gouvernement du Québec. On va commencer par Saint-Basile. Vendredi dernier, une annonce a eu lieu là-bas. En 2018, la municipalité, qui compte environ 1000 citoyens connectés au réseau d'aqueduc numéro 1, a échoué donc un test d'eau cherchant à savoir s'il y avait des agents pathogènes dans le réseau. C'était la deuxième fois où Saint-Basile ressortait avec un test semblable à celui-ci, où on avait la présence d'agents pathogènes. À ce moment, le gouvernement du Québec a donc demandé à la municipalité de se doter d'un système de désinfection de l'eau qui coûte au minimum 3 millions de dollars. Voici Guillaume Vizina, maire de Saint-Basile, avec des détails. Que les élus ont quand même pris la décision de dire on n'a pas le choix, il faut commencer à consulter des professionnels pour voir ça ressemblera à quoi un système de désinfection, où est-ce qu'on l'installerait, puis comment ça pourrait coûter de façon plus précise. Donc on s'est embarqué là-dedans, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a le système, le programme Primo, qui existait déjà, mais qui s'est peaufiné avec le temps, qui faisait que notre projet devenait admissible à un certain pourcentage dans le programme Primo. Mais la beauté de l'affaire, c'est que depuis 2024, il y a une majoration de ce programme-là qui a été appliqué, mais pas à tout le monde, aux municipalités qui ont fait leur devoir au préalable de commencer à faire leur devoir en termes de gestion des actifs et du maintien de ces actifs. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans le temps. Avec les élus, les gens ont accepté de dépenser un petit peu de sous pour du virtuel, si on pouvait dire. Donc, c'est pas sexy d'investir des fois un 40-50 000 d'un plan de gestion d'actifs, mais là, ce matin, ça rapporte. Puis ça rapporte pas loin d'1 million, ce move-là que les élus ont accepté de faire. Pourquoi? Parce que ça bonifie la subvention de 70 %. Puis tu pourrais me corriger, Annie, si des fois je dis des chiffres là, qui ne sont pas tout à fait justes, là, mais ce que j'ai en mémoire, c'est de 70 % à 95 % ou 75 % à 95 %. Donc, vous comprenez qu'un projet subventionné à 95 % là, on n'a pas annoncé plusieurs, Vincent, si je ne me trompe pas, là, 95 %, on parle pas loin du 100 %. Et ainsi de suite, tandis que le volet 2, c'était pour la réalisation. Le moton, comme on dit, il est dans le volet 2, parce que le ministère, dans le fond, se garde toujours un œil à savoir si ça n'a pas de bon sens, le projet qui est proposé, de pouvoir l'arrêter. Mais après le volet 1, ça n'a pas tardé à avoir le OK pour le volet 2, qui nous permet de procéder à la construction. D'ailleurs, on est sur le site, là, construction a commencé juste après les vacances de la construction. Donc, il y a eu du déboisement de fait, un petit peu de terrassement, là, mais grosso modo, ça devrait brasser pas mal plus là, au mois de septembre puis au mois d'octobre, là, ici sur le site. Au total, le gouvernement du Québec a octroyé 3 943 000 $ à Saint-Basile pour aider la municipalité dans son projet. À Donnacona, le financement du programme Primo a atteint un record, au dire de Vincent Caron. Le voici. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'annoncer un montant record, 17,6 millions de dollars pour la municipalité de Donnacona. C'est colossal. Honnêtement, dans mon expérience de député jusque maintenant, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et puis je regardais aussi, si on se réfère un petit peu à la taille de la municipalité versus le montant, eh bien vraiment c'est un montant colossal. Il y a quelques mois, la dernière année d'ailleurs, j'avais pu annoncer d'autres sommes dans le cadre du programme Primo ici à Donnacona. Donc au total, c'est près de 28 millions de dollars dans le Primo qui sont accordés ici à la municipalité. Donc c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est cette nécessité. Moi, je me souviens. Le projet vise le réseau d'égouts de la municipalité, mais pas seulement. Selon le maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé, il s'agit du plus grand chantier de l'histoire de Donnacona. Voici un extrait. La construction d'une usine de traitement des eaux usées, dernier cri, est la pierre angulaire de ce projet. Nous allons également vidanger nos 3 étangs et changer complètement la technologie d'aération et de traitement à l'intérieur de chacun de ceux-ci.
Nous allons également mettre aux normes notre poste de pompage principal ainsi que l'intercepteur Sainte-Anne. C'est un projet de près de 23 millions pour lequel l'aide financière est plus de 17 millions, qui est grandement appréciée. Nous avons vécu des montagnes russes d'émotions pendant ces 5 années de travail. Des délais de plusieurs raisons, des changements de programme d'aide financière, une pandémie, la grève des ingénieurs, des changements des caps en raison de nouveaux éléments survenant, des délais d'approbation pour des nouvelles technologies, et j'en passe. Je tiens à remercier notre directeur du service technique du traitement des eaux, M. Martin Paré, pour la rigueur démontrée dans la séquence des projets à réaliser pour atteindre notre objectif de se conformer aux normes de rejet au débordement pour les 25-30 années. Les travaux dureront environ 21 mois pour se terminer quelque part en mai-juin 2026. Et finalement, la Ville de Portneuf a elle aussi reçu de l'aide financière provenant du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO. C'est un montant de 372 000 $ qui a été attribué pour le renouvellement de 154 mètres de conduite pluviale et d'eau potable sous la rue Saint-François, pour améliorer la gestion des eaux par la Ville. Voici l'ingénieur, en fait le directeur général de la Ville de Portneuf, M. Vincent Lévesque d'Hostie, concernant la nature et le coût des travaux effectués. Dans le fond, le programme de subvention, il subventionne pour remplacer des conduites qui étaient existantes. Si on prend l'exemple de Saint-François, on en profite pour bonifier notre système de gestion de l'eau pluviale sur ce tronçon-là, mais comme il était inexistant avant de commencer, bien, cette portion-là est complètement aux frais de la Ville de Portneuf. Fait que sur Saint-François, on a des travaux qui coûtent autour de 800 000 $ fait avec une aide financière de 372, mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on n'est pas en remplacement, on améliore le service. Puis ça, c'est pas éligible dans le programme PRIMO. Ça répond-tu à la question? Oui. L'info CJSR de ce soir sert également à faire un retour sur les activités estivales et qui ont eu lieu dans Portneuf au courant de l'été. Donc cet été, on sait que beaucoup de marchés publics ont été présentés et le traditionnel marché de Deschambault est actif, lui, jusqu'en octobre 2024. Philippe Papillon y était le 27 juillet dernier et s'est entretenu avec les organisateurs et certains commerçants. Voici son reportage. Bonjour, je m'appelle Chantal Fortin, je suis la coordonnatrice du marché public de Deschambault. Mon équipe et moi, on coordonne le marché depuis 5 ans. On est vraiment contents d'être là. Avant de coordonner le marché, on était déjà des clients du marché. On venait à chaque semaine ou presque depuis de nombreuses années, depuis qu'on est installé dans Portneuf. Et puis, une des raisons pour laquelle on apprécie beaucoup le marché, c'est particulièrement pour la beauté du site et puis son ambiance chaleureuse. Et puis pour nous, c'est l'occasion de venir rencontrer des gens qu'on n'a pas vus pendant l'hiver, tout ça. Alors, et puis, bon, on a pris le contrat du marché parce qu'on aime ça. On a l'impression de servir la communauté de ce côté-là, puis ça nous satisfait beaucoup. En gros, bien, peut-être, William, tu peux nous expliquer les dates du marché 2024? On est en 2024. Oui, donc on est ouvert tous les samedis de 9h à 13h jusqu'au 5 octobre. Donc, venez en grand nombre nous voir. C'est super plaisant. Il y a tout le temps une belle ambiance. Là. On a de la musique derrière. Là. Le monde commence à arriver. On est super contents et on a hâte de vous voir. Donc, nous, on est Miel Éco. Ça fait 4 ans qu'on participe au marché public. Et puis, en fait, dès le démarrage de notre entreprise, on a commencé en venant au marché public. On a été super chanceux. On a eu notre place. Fait que dès le départ, ça a été vraiment une belle façon d'entrer en contact avec notre clientèle. Alors évidemment, on revient de semaine en semaine depuis 4 ans. Et puis pour nous, c'est vraiment un moment précieux parce qu'on voit plein de monde, nos clients qui sont de plus en plus fidèles. Donc c'est presque des vacances pour nous autres de venir au marché public. C'est vraiment notre petite récompense de la semaine.
bonjour à tous. Bienvenue au marché public de Deschambault. Nous, on est ici depuis 10 ans au marché Deschambault et moi, en tant que nouveau propriétaire, depuis 2 ans. Alors, nous sommes juste à proximité avec la boulangerie ici à côté, mais ça nous fait toujours plaisir d'être directement au marché, d'avoir un beau contact avec le client, puis d'avoir un si beau marché, ça nous fait plaisir d'être présent ici à chaque année. Alors, on vous invite tous à venir nous voir et profitez-en. Donc, cette année, on a un concours. Donc, à chaque achat de 20 $ et plus dans un des kiosques du marché, bien, vous allez pouvoir avoir un coupon que vous pouvez remplir pour participer au tirage qu'on va avoir. Il y en a 2 tirages. Il y en a un à la mi-saison et un à la fin de la saison. À chaque fois, c'est des paniers cadeaux d'une valeur de plus de 100 $. En fait, c'est paniers cadeaux de tout plein de produits pris ici au marché public. Donc, venez acheter des produits pour pouvoir participer au concours. Alors bonjour, Guillaume Barry de la ferme Terra Sativa Terre de Culture, présent au marché depuis 18 ans, les 18 ans du marché public de Deschambault. Pourquoi on est présent? Parce qu'on aime ça, parce qu'ici, on trouve des gens dévoués, dédiés, je parle des producteurs comme nous, à faire manger le meilleur de Portneuf, le meilleur de notre savoir-faire. Puis il y a une clientèle les plus appétissés et aussi tissés serrés qui vient ici pour profiter de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut amener de mieux, de savoureux, de délicieux, combiner tout ça, faire manger Portneuf. Donc, samedi de 9h à 13h, je dis depuis 18 ans, c'est une routine pour nous, on n'est pas prêt d'arrêter. C'est la pure beauté de notre terroir portneuvois. Vous êtes tous cordialement invités. Le marché public rassemble des producteurs et transformateurs de la région de Portneuf essentiellement. On a une vingtaine de producteurs sur le site à chaque semaine. C'est vraiment le fun parce que ça permet de découvrir qui sont les producteurs dans notre région, qui sont les transformateurs. C'est vraiment le circuit court. Hein? On va acheter directement de chez le producteur, mais au lieu d'aller à la ferme, on vient le faire ici au marché public. On a une cantine aussi avec des chefs qui sont excellents. Il y en a qui ont l'habitude de venir à chaque semaine. Là, on a des excellents chefs qui nous offrent, qui nous concoctent des repas faits avec les produits des producteurs qui sont sur le site. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça nous permet de découvrir de quelle façon on peut apprêter ces produits-là aussi. Donc, on invite les gens à venir savourer un délicieux repas. C'est comme venir au marché, c'est comme une petite demi-journée de vacances. C'est des mini-vacances qui coûtent pas très cher dans notre beau Portneuf à Deschambault avec un site absolument enchanteur. Ça goûte bon, ça sent bon. On entend de la belle musique. C'est fort sympathique. Donc, on vous invite vraiment à venir en profiter. Comme William l'a dit, on est là jusqu'au le 5 octobre cette année. Et juste pour vous le dire aussi, on fait un marché de Noël à mi-décembre. Donc, cette année, ce sera le 14 décembre. Le marché de Noël, c'est seulement une journée. On a quelques producteurs agroalimentaires sur le site des transformateurs aussi, mais on fait ça en collaboration avec le pôle gourmand, le comité des loisirs de Deschambault-Grondines, le conseil du patrimoine aussi de Deschambault-Grondines. Donc, c'est un bel effort entre ces 4 organismes-là. Puis on vous en reparlera plus tard. Surveillez nos pages Facebook, ce sera annoncé largement. Mais juste pour vous mentionner qu'il y a aussi la fête de Noël au village qui aura lieu à la mi-décembre. Donc, venez nous voir cet été. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, tout le monde. On sera très contents de vous accueillir ici à Deschambault. Les élèves de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières auront finalement leur nouveau gymnase. Celui-ci va permettre à l'établissement d'accueillir les différents clubs sportifs qui ne demandent qu'à avoir de l'espace dans l'ouest de Portneuf. Les démarches pour construire ce gymnase double ont débuté un peu avant la pandémie. À ce moment, la fondation de l'école de Saint-Marc, par le biais de son comité de financement, devait récolter 1,5 million de dollars pour faire la demande d'aide financière. Donc, des activités ont été faites et on a réussi à atteindre ce montant-là. Au départ, le projet est évalué à environ 5 millions de dollars. Les coûts ont explosé en raison de la pandémie.
Et pour parler de tout ça, j'ai discuté avec Frédéric Pagé du Centre de services scolaires de Portneuf, ainsi qu'à Jean-René Côté de Côté et Fils, l'entreprise en charge de la construction. Voici les extraits. Frédéric Julien, journaliste présentement. Je suis avec Frédéric Pagé. Vous êtes directeur au Centre de services scolaires? Oui, en fait, directeur des ressources matérielles et des technologies de l'information au Centre de services scolaires de Portneuf. Donc, vous vous occupez à la grandeur du Centre de services scolaires du matériel? Oui, en fait, tout ce qui est travaux d'agrandissement, rénovation, entretien, là, ça relève du service des ressources matérielles. On est aujourd'hui devant l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières, devant le chantier qui est débuté pour le nouveau gymnase de l'école secondaire. Ça, c'est un dossier que vous avez, je pense, suivi au cours des dernières années? Oui, en fait, c'est un dossier que nous avons déposé en 2021. C'est un dossier qui est un petit peu particulier où, pour faire des demandes, on devait avoir le tiers du financement qui venait soit d'autres paliers de gouvernement ou soit d'entreprises, donc de fonds privés. Donc ici, la Fondation de l'École secondaire de Saint-Marc s'est mobilisée et a amassé à l'époque en 8 semaines pour 1,5 million d'engagements afin de contribuer au projet qui s'élevait à l'époque autour de 5 millions. Finalement, avec la COVID, comme l'a mentionné M. Caron tout à l'heure, les coûts ont implosé. Donc, finalement, après l'appel d'offres, c'est un projet qui va tourner autour de 8,5 millions pour la construction d'un gymnase double avec nouveau vestiaire et tout. Là. Et le bâtiment, bon, il répond à un besoin parce qu'ici à Saint-Marc-des-Carrières, il n'y avait pas assez de place pour toutes les équipes sportives qu'il y a pour l'ouest de Portneuf. J'imagine qu'avec ça, on va être capable de subvenir aux besoins de l'établissement? Oui, en fait, l'école est dotée d'un gymnase simple et d'une piscine. Et lorsqu'on a fait le dépôt pour le projet, il y avait une question, un critère qui est important, c'est est-ce qu'il existe d'autres installations équivalentes à 25 km à la ronde? Et ici, à Saint-Marc-des-Carrières ou dans l'ouest du comté, il n'y a pas de gymnase double, comme on peut le voir plus dans le centre de Nakona, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Donc, c'est sûr que ce critère-là nous a grandement aidé lorsqu'il est venu le temps de faire la sélection des dossiers au niveau du gouvernement provincial. Mais c'est certain que là, c'est 2 plateaux sportifs, parce que puisqu'un gymnase double là, se sépare en 2. Donc, 2 plateaux sportifs de plus que l'école et toute la communauté de l'Ouest pourront profiter. M. Pagé, je vous remercie. Merci à vous. On va monter à peu près peut-être à 25 personnes sur le chantier. Principalement, c'est de la sous-traitance, coffreur de béton, armature, on va avoir l'électricité, de la toiture, revêtement extérieur. Donc, peut-être une dizaine d'employés de Portneuf, mais environ on va monter à 25, mais peut-être une centaine si on compte tous les corps de métiers différents. Là. Et justement, est-ce que, là, on fait donc un bâtiment qui va être greffé à un bâtiment existant. Est-ce que ça représente un défi supplémentaire là, pour vous là, lors de la construction de ce gymnase double-là? Oui. Bien, à chaque travaux d'école, principalement, c'est la sécurité des élèves qui nous tient à cœur. L'agrandissement, nous, on est chanceux ici, ça se trouve être du côté d'une école qui n'a pas beaucoup d'élèves, mais la principale préoccupation qu'on a, c'est la sécurité des élèves. Par la suite, bien, c'est le bruit. On va être ici pendant plus d'1 an. Donc, on va essayer de ne pas trop faire de bruit dans le temps des examens, principalement, ou dans les cours. Mais, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et il y a une partie du projet qui va être à l'intérieur de l'établissement pour, je pense, remanier un peu comment c'est fait. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Oui, dans le fond, c'est présentement les vestiaires du gymnase actuel qui vont servir pour le nouveau gymnase. Donc, dans un but d'économie, je crois, ils ont adossé carrément les gymnases à côté des vestiaires. Donc, à partir de l'été prochain, donc quand les jeunes vont finir en juin, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc, on démolit tous les vestiaires. Donc, ça va être des travaux d'été 2025, du juin à septembre 2025 environ, pour tout refaire les gymnases, les vestiaires des 2 gymnases. Donc, pour la rentrée septembre 2025, là, on devrait être pas mal prêt avec ce nouveau gymnase-là. Si tout va bien, oui. Si on respecte l'échéancier, ça devrait être ça. Mais à date, c'est bien parti. Ça va très bien. Merci. On entame maintenant la section dédiée à faire un retour sur certains sujets ayant tiré notre attention durant l'été. On commence par Accès Travail Portneuf. L'organisme a organisé une activité de pêche pour introduire les nouveaux arrivants de la région aux rudiments de la pêche. Charles Laviolette a réalisé ce reportage. S'il y a une activité qui rejoint tout le monde, qui rassemble et qui transcende les cultures, c'est bien la pêche.
L'organisme Accès Travail Portneuf encadre les nouveaux arrivants dans la région, en particulier les travailleurs agricoles temporaires. Pour une troisième année consécutive, ATP a organisé au quai de Cap-Santé une activité de pêche lors de laquelle des néophytes ont été jumelés à des pêcheurs d'expérience. On a discuté avec Elena Baron de Héritage Faune. Héritage Faune, c'est la fondation officielle de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Grâce aux dons amassés, l'organisme a financé l'achat de 25 permis de pêche pour les nouveaux arrivants qui ont participé à l'activité. La Fondation, via son programme de bourse relève, initie environ 15 000 nouveaux chasseurs et pêcheurs par année. Tout ça grâce à un magnifique réseau bénévole d'environ 1500 personnes qui participent à ces activités-là, qui les organisent comme celle ici aujourd'hui. Et puis, cette activité-là est née d'une idée suite à une collègue, Émilie, et moi-même qui avions fait des jumelages avec des nouveaux arrivants grâce à Accès Travail Portneuf. Et puis, on s'est dit, bon, ben pourquoi pas les initier à la pêche? On a plein de beaux quais dans la région. On s'est informé aux pêcheurs locaux quel quai avait le plus de succès pour initier des gens. Ici, c'est bien parce que, bon, il y a des tables à pique-nique, on a de la place, des petits préaux là, au cas où il pleut. L'accès est facile, tout le monde connaît. Puis, ce qui est important, c'est que les gens vont pouvoir revenir gratuitement. C'est un accès qui est gratuit, donc ça, c'est merveilleux. C'est une belle chance qu'on a dans la région. On a nos bénévoles là, qui viennent nous aider à démêler des lignes, à donner des trucs à nos nouveaux pêcheurs. Donc, ça fait une belle occasion d'échange aussi. Puis, je me souviens de la première édition où Marc, un de nos bénévoles, a initié Amina, qui était l'organisatrice. Puis, je pense qu'elle a vraiment attrapé la piqûre de la pêche cette fois-là, Amina. Donc, puis là, Amina a découvert le plaisir de la pêche. Puis, découvert que les Québécois, il y en a qui aiment beaucoup la pêche. Justement. Puis, c'était le point de départ de mon amour pour la pêche. Par la suite, je me suis acheté ma première canne à pêche, puis la seconde. La première, elle était plutôt basique, donc je pense que c'est moi qui m'a conseillé une petite canne à pêche basique pour un début. Puis par la suite, j'ai peut-être gradué, là. Je suis allée chercher un qui est un peu plus meilleur, mais quand même, j'aime beaucoup la pêche. Puis il me racontait des histoires, les différents poissons qu'il a pu pêcher, puis c'est le fun. La première fois, je n'ai pas vraiment attrapé un poisson, je l'ai échappé dans le... Je pense le poisson a mordu, puis par la suite, je ne sais pas si j'ai pas su avoir une bonne technique pour le retenir, mais il est parti. C'est une certaine sensation qui reste en nous, puis on a envie d'aller jusqu'au bout, on réessaie. Puis il y a le calme, la tranquillité aussi qui vient avec l'activité de pêche qui est vraiment agréable. Ouais. Fait que tu as eu la piqûre. C'est ça, une belle piqûre. Surtout quand on a quelqu'un comme Marc qui nous accompagne, qui nous initie dès le début, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en passer de la pêche. On a 25 participants qui sont de différents horizons. Donc on a des travailleurs qui sont du Guatemala, d'autres qui sont plutôt de la Colombie. On en a de la Tunisie. Donc... de roche? Je présente notre ami José Murillo, un grand pêcheur, un grand bénévole d'Accès Travail Portneuf. Il travaille aussi à l'épluchette de blé d'Inde. À chaque année, c'est lui qui grille les blés d'Inde. Approchez-vous. À chaque année que les autres font une activité de pêche, là, je viens les donner un coup de main. Environ 26 ans qu'ils pêchent ici au Québec. Aujourd'hui, ils sont en train de pêcher le doré. Ils utilisent des jigs de différentes couleurs, avec des tailles de différentes grandeurs aussi. Il y en a aussi qui sont en train de pêcher avec des barres de taille. Il y en a plusieurs avec des barres de taille. Je pense que le premier doré est sorti avec une barre de taille. Aussi, on peut prendre un bout de barre de taille avec environ un pouce de long pour mettre après le restant de l'ançon, on pose le jig. Ça laisse une odeur dans l'eau. C'est attirant pour le poisson. Ça fonctionne. Ça fait longtemps que vous pêchez ici, vous?
Il n'y avait pas de pierre autour du quai quand j'ai commencé à venir. Pour le doré, tout ce qui bouge ou qui dégage une bonne odeur, alors sur le ver de terre ou sur des jiggers colorés qui bougent beaucoup lorsqu'on les ramène. Là. Mais la difficulté du milieu, c'est qu'il faut ramener rapidement, pas laisser caler pour ne pas perdre nos appâts parce qu'il y a beaucoup de roches dans le fond. Il faut faire preuve d'imagination lorsqu'on pêche. Si le poisson ne collabore pas, il faut lui offrir la tentation. C'est là l'activité. On peut même essayer des rapalas ou des choses semblables. Tout est permis. Ouais. C'est comment monter la ligne pour moi. Donc pour monter la ligne, attacher les hameçons comme il faut, ça c'est plus difficile pour moi. Il y a des techniques, évidemment Marc m'a montré des techniques, mais ça reste aussi quelque chose qu'il faut pratiquer avant d'avoir les doigts pour ça. Un fil de pêche, on ne fait pas un nœud n'importe comment. On ne peut pas faire un nœud comme dans une ficelle de coton, parce que le nœud va glisser. Alors ça prend un nœud bien spécifique. Le palomar, c'est le plus fréquent que j'utilise, parce qu'il est très vite fait, puis il est solide. Alors ça roule bien pour ça. Donc, on peut pêcher on échange beaucoup sur qu'est-ce qui se mange, c'est quoi les espèces d'intérêts aussi. Ça permet beaucoup d'échanges, puis de parler d'un sujet qui est une passion aussi pour nos bénévoles, pour nous. Puis, c'est ça, c'est un type d'intégration aussi. Dans la région, on a beaucoup de nouveaux arrivants, donc ça leur fait une activité accessible, gratuite ou presque. Accès Travail Portneuf, via la subvention d'Héritage Chaud, on va pouvoir donner quelques cannes à pêche. On a acheté les permis de pêche, donc ils vont pouvoir retourner à la pêche durant la saison. La pêche, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'étranger, c'est international. C'est pas comme le sirop d'érable qui est québécois. La pêche, c'est vraiment quelque chose d'international. Donc, dans ce genre d'activité-là, tout le monde se retrouve comme si tout le monde se connaissait. C'est assez magique là, comme ambiance. Au retour de la pause, une entrevue avec Pascal Genois, directeur général du RAID Bras du Nord. Restez des nôtres. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Le raid de Bras du Nord a eu lieu du 23 au 25 août dernier. 172 cyclistes ont pris part aux compétitions par équipe du vendredi. Le samedi, 742 participants ont participé à une des 3 activités proposées. Et finalement, le dimanche, 247 jeunes entre 2 et 10 ans ont profité du parcours. Je m'étais entretenu avec Pascal Genois le vendredi avant les compétitions. Voici cette entrevue. Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Pascal Genois, directeur général du RAID Bras du Nord. Bonjour Pascal. Salut Danick. Merci d'avoir accepté. Je sais que là, on est vendredi, début du RAID Bras du Nord. Il y a beaucoup d'actions. Peux-tu nous parler aujourd'hui, vendredi, c'est quoi qu'il y a au menu? Là? Aujourd'hui, on a le défi entreprise. Dans le fond, c'est des équipes de 4 personnes, des entreprises d'un peu partout au Québec. C'est une course à relais, 5 km. Ils font des boucles pendant 4 heures, donc de midi. Le départ est dans une dizaine de minutes. Ils font des boucles pendant 4 heures de temps. C'est l'équipe qui a fait le plus de boucles à la fin de la journée qui est nommée vainqueur. Combien d'équipes qui sont inscrites?
Aujourd'hui, on a 43 équipes d'inscrits. Est-ce que ça constitue un record? Est-ce que dans les mêmes autres? C'est similaire un peu à la... C'est la 3e édition, c'est similaire un peu à l'année passée. Mais on n'a pas battu, là, on avait au-dessus de 50 équipes l'année passée. OK. Et bon, là, je sais, Red Bois du Nord, il y a toute qu'une programmation. Il y a le vélo, évidemment. J'aimerais peut-être qu'on parle de ça tout de suite. Je sais que le samedi et dimanche, il y a aussi des compétitions. Oui, exactement. Demain, c'est la grosse journée. Le RAID, initialement, on a 20 ans cette année, puis initialement, c'est la course de vélo qui est la journée de demain. On a 5 distances demain. On a un 20 km pour les plus débutants. On a un petit bras qui est de 30 km, 45 km. Puis on a aussi le grand bras qui est notre plus grosse course, qu'on a une distance là, de 60 km et 75 km. Puis demain, les inscriptions ont terminé à minuit là, hier, puis on a 775 personnes inscrites aux courses. Là. Et là, au niveau du terrain, parce que pour la première fois cette année, on est au parc promutuel Assurance. J'imagine qu'il y a eu une certaine adaptation là, pour s'installer ici puis commencer les parcours d'ici. Exact, parce que depuis plusieurs années, on était habitués au centre de ski, on avait des installations physiques, on avait des chalets, on avait accès à plein de services. Ici, on se retrouve dans un champ, c'est le parc en développement, donc des gros défis au niveau de l'approvisionnement en eau, en électricité, en égout, en gestion. Fait que, pour ça que tu vois, il y a beaucoup de structures éphémères, là, des chapiteaux, des tentes comparées à avant. C'était une grosse adaptation pour nous autres, mais ça fait un super beau site. Oui, bien, il y a du territoire, là, oui. C'est sûr. Au niveau du parc provincial, est-ce qu'on sait que dans les prochaines années, il va y avoir plus d'infrastructures? Donc, j'imagine que votre événement va en être bonifié à ce moment-là. Exact. Dans les prochaines années, là, il y a des structures qui vont monter. On ne sait pas exactement dans combien d'années, mais des stations d'accueil, des chapiteaux, des ça. Fait on vise à se servir de ces installations permanentes-là pour les prochaines années du RAID, là, avoir moins d'infrastructures éphémères. Pascal, en plus du vélo, il y a une programmation de spectacle, un hommage au Cowboy Fringant ce soir vendredi au moment de faire l'entrevue. Donc j'imagine qu'on s'attend à avoir du public à ce niveau-là aussi. Oui, exact. On a grossi le chapiteau parce que l'année passée, nos spectacles étaient super populaires. C'est gratuit, fait que c'est super achalandé. Ouais, on a un hommage au Cowboy, on a Théorie qui est un groupe local. Demain, on a un hommage à Bob Bissonnette. On a aussi les Bourbons pas chers qui sont là, puis on a Tone Call aussi. Fait qu'on a 3 groupes demain aussi là, pour notre programmation spectacle. Il ne faut pas oublier la journée du dimanche là, pour les enfants. On a notre mini-bras. On s'attend à peu près à 250 jeunes de 2 à 10 ans qui vont faire une course ici, là, dans les alentours, dans le bois ici. Puis on a des spectacles de magie, des jeux gonflables, une zone un peu plus jeunesse là, pour le dimanche. Parce qu'à Genois, je sais que le temps file et vous êtes en... Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Le Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir célébrait 20 ans d'existence cette année. Il s'est tenu du 7 au 11 août. Philippe Papillon s'y est rendu lors de la soirée d'ouverture qui était animée par Geneviève Bilodeau. Christian Bégin, acteur bien connu du Québec, était présent à titre d'invité. Il a d'ailleurs lu de la poésie aux personnes qui étaient présentes. Voici des extraits de l'entrevue que mon collègue Philippe Papillon a réalisé avec ces 2 personnes, ainsi que Léo-Denis Carpentier, fondateur du FFPE. Les nouveautés pour notre 20e anniversaire au Festival de films pour l'environnement, c'est qu'on a, entre autres, une conférence sur les champignons comestibles et non comestibles avec une, je sais pas, une neurologue, c'est quoi déjà? Une mycologue, écoutez, qui est native de Saint-Casimir, puis que j'ai revu dernièrement, puis que je ne savais pas qu'elle faisait ça dans la vie. Elle fait le tour du monde, elle a des photos et des conférences en Angleterre, un peu partout. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est une des nouveautés. Et on a aussi, là, je vais faire ma pub, je peux faire une pub, hein? Alors, Valo, le mocktail Valo, fabriqué dans la région de Portneuf par le domaine Hébert, Christian Hébert, cidricologue. Ça? Non? Cidriculteur. Cidriculteur. Merci. Une chance que Christian est là pour m'aider. Alors, il a concocté un mocktail, donc sans alcool, à partir de ses pommes, de ses framboises jaunes et de la papaye. Il s'appelle Valo, à cause que la mascotte du FFPE, c'est Valo. Et la papaye, c'est pour le petit côté international. C'est cela. Aussi, donc,
Au fil des ans, en fait, à la première année, j'étais là et là, Léo m'a dit « Veux-tu animer? » Je suis pas une animatrice, mais bon, finalement, je l'ai fait. Et accueilli et présenté les réalisateurs, les réalisatrices à chaque année. Alors voilà, ça a été un peu mon rôle depuis 20 ans d'être... au fil du temps, je suis devenue la marraine. Au début, porte-parole, finalement marraine, présidente du jury. Tout ça, ce sont des titres qui sont bien beaux, parfois bien pompeux, mais c'est surtout que mon cœur est avec le festival et toute son équipe à chaque année. Et oui, je viens donner un coup de main, mais surtout, je viens, moi, recevoir beaucoup de choses. Fait que voilà, c'est mon implication au festival. Et donc, ça fait 20 ans, depuis 2004. Parce que quand on vient ici, et je suis d'accord, et ça, je partage ça avec Geneviève, c'est une façon d'aller recharger une batterie, en fait. C'est une façon d'aller se rebrancher sur les possibles, sur des choses possibles. Puis ça a changé aussi même dans la sélection des films, je crois, au fil des années. On n'est pas dans une approche déprimante ou catastrophiste. Certains films l'ont été au début, puis là, on est plus dans une approche de solution. Mais il y en a encore, ça existe. Bien sûr. Il y en a encore. Mais on est aussi dans des approches de solutions, de plus en plus. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Et de voir des gens aussi, de s'entourer de gens qui s'intéressent à ça, qui carburent à ça, puis qui sont des générateurs d'espoir, qui sont des vecteurs de changement, ça fait aussi beaucoup de bien. Fait que ça, c'est une chose. La poésie, autre chose. La poésie, c'est aussi une arme de résistance, moi, je trouve. Je ne suis pas un poète dans la vie. J'écris, mais je ne maîtrise pas la poésie. Ce que je vais lire ce soir, je l'ai écrit après-midi, entre 2 courriels que je devais faire pour payer des comptes de mon épicerie. Fait que, mais je crois beaucoup au pouvoir évocateur des mots. Et c'est une approche très humble que je fais aujourd'hui. J'arrive avec quelque chose que j'ai pondu vraiment rapidement, mais il y a eu comme une petite langue de feu qui est descendue au-dessus de ma tête. Et je me suis dit, c'est ces mots-là que j'ai envie de... C'est ces mots-là que j'ai envie de porter ce soir. Et c'est parti de l'idée de voir loin. Et on a besoin, politiquement, maintenant, de voir loin. On est toujours à courte vue. Et j'ai l'impression qu'une des solutions, une des réponses à nos enjeux, c'est de voir loin, individuellement, politiquement. Et c'est à partir de ça que je vais broder ce soir autour du voir loin. Voilà, c'est tout. C'était beaucoup trop long. Le 7 août dernier, j'ai rencontré Camille Desfolies, la copropriétaire du Champ des Folies, une bluetière qui est située à Neuville et est en activité pour la première fois de son existence cette année. Les clients du Champ des Folies ont aussi la chance d'en apprendre plus sur la récolte de l'ail, une récolte qui est vraiment moins connue du grand public. Voici donc mon reportage à ce sujet. La saison de la cueillette des petits fruits s'est terminée durant le mois d'août. Le Champ des Folies, de nouvelle ferme où l'autocueillette est offerte, a démarré ses activités cette année. Là-bas, il a été possible pour les visiteurs de participer à la traditionnelle récolte de bleuets, en plus d'être initiés à la récolte de l'ail, qui est moins connue du grand public. Le Champ des Folies, c'est une ferme maraîchère, écologique et gourmande à Neuville. On cultive des bleuets et de l'ail pour le moment. Le but, c'est de nourrir la communauté pornevoise avec des bons produits frais, sans pesticides et sans aucun traitement chimique. Selon Camille Desfolies, copropriétaire de l'entreprise, une 60aine de personnes sont venues récolter des bleuets depuis le début de sa saison, au moment de l'enregistrement du reportage. Plus souvent qu'autrement, ce sont des groupes familiaux qui ont profité de l'activité. C'est pour permettre aux personnes de vivre une expérience agréable en pleine nature, de cueillir les fruits dont ils ont besoin, puis nous, ça nous fait bien plaisir de pouvoir rencontrer les gens sur place et pas juste de vendre nos produits sans rentrer en contact avec nos clients. Oui, vraiment une bonne première saison pour nous. C'était vraiment la toute première fois qu'on a accueilli ici, donc très content. Ouais, une 60aine de personnes qui sont venues au total pour l'instant. Puis le bouche à oreille fonctionne bien, que ce soit sur le chemin Lomère ou dans Neuville en général. Les gens se parlent et ça fait plaisir. En plus d'avoir permis à ses clients de récolter des bleuets, le Champ des Folies offrait la récolte de l'ail. Moins connu du grand public, cette culture est assez simple. Dans le fond, l'ail, c'est assez simple à cultiver, on va dire. Fait qu'on va prélever, on va prendre de la tête des gousses, on va séparer les gousses, puis après on va les mettre en terre. Puis une fois que ça pousse, ça fait partie de la famille du poireau, donc ça y ressemble beaucoup. Et une fois que ça pousse, on va devoir couper la fleur d'ail. Donc qu'on voit ici, qui a déjà poussé. En fait, on la coupe parce qu'on veut que l'énergie de la plante aille dans le bulbe et pas dans la fleur. Là, c'est de l'ail musique et on le sait que c'est prêt quand les 3 premières feuilles sont jaunes et sèches.
Donc là, par exemple, on voit il y a 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles et même la 4e, donc il est temps de récolter. Le Champ des Folies sera à nouveau en activité à Neuville sur le chemin de la mer l'an prochain. Camille de Folie souhaite d'ailleurs bonifier l'offre de produits. Ah oui, c'est sûr. Ouais, il y aura toujours des bleuets l'année prochaine, puis on espère avoir d'autres cultures. Actuellement, on a de l'ail aussi, mais peut-être des courges, des melons, d'autres cultures. Puis on demande aux personnes qui viennent ici de nous donner des idées de ce qu'ils rêvent pour le Champ des Folies. Donc on a une belle boîte à idées qui se remplit de jour en jour avec toutes sortes d'idées, d'activités et de culture pour la suite. C'était Danick Julien pour CJSR. La ville de Pont-Rouge a officialisé le changement de la limite de vitesse à 30 km/h dans ses rues résidentielles. Une activité de sensibilisation auprès des automobilistes circulant sur la rue du Jardin a été réalisée le mardi 27 août dernier. La Sûreté du Québec était présente lors de cette activité. Au printemps dernier, la ville de Pont-Rouge a constaté une augmentation importante de plaintes concernant le non-respect des limites de vitesse, particulièrement dans les rues résidentielles. Plusieurs citoyens et citoyennes indiquent même avoir l'impression de ne pas être en sécurité dans les rues. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé d'abaisser la limite de vitesse pour passer de 40 à 30 km/h dans les rues du périmètre urbain. Le tout est dorénavant en vigueur et dans la foulée de la refonte du règlement sur la circulation, Pont-Rouge a notamment procédé à l'uniformisation des limites de vitesse des grandes artères telles que les rangs du Brûlé, de l'Enfant-Jésus et Terrebonne pour fixer la limite à 70 km/h. Pour prendre connaissance de l'entièreté des modifications, le site web de la ville de Pont-Rouge est le meilleur endroit. Et peut-être comme dernière nouvelle, avant de terminer ce bulletin, le gouvernement du Québec a investi plus de 300 000 $ pour la construction d'un nouveau pont à Saint-Ubalde qui sera utilisé par les adeptes de quad de la région et d'ailleurs. Le maire de Saint-Ubalde, Guy Germain, s'exprime sur l'importance de cet investissement. En tant que maire de Saint-Ubalde, je suis très heureux de cette annonce d'aide financière de la part du gouvernement du Québec pour le club Adepte Quad Portneuf. Comme vous le savez, le pont a été construit en 2003, une longueur de plus ou moins 30 mètres, a été emporté par le crue soudaine des eaux en 2023. Donc, la reconstruction du pont de la rivière Charest permettra aux utilisateurs de poursuivre leur pratique sur notre territoire en favorisant, bien sûr, le tourisme de nos régions. C'est très important parce que c'était, comme il a dit Vincent tout à l'heure, c'est quand même entre Québec et Trois-Rivières, c'était l'accès, le lien entre les deux. Là, en n'ayant plus de pont, et on le voyait, il n'y avait plus d'accès. Même nous, Saint-Ubalde, on a vu les retombées de nos commerces et tout. Là, il n'y avait plus de VTT. Avant, on avait 10, 15, 20 camions qui venaient se stationner pas loin du transport cochon, on peut dire. Là. Puis là, il n'y en avait plus, fait qu'ils ne pouvaient plus venir pratiquer pour aller. Fait que là, on a hâte que ça revienne pour faire tourner comme pain nos restaurants puis notre essence. Le pont du secteur de la rivière Charest avait été emporté en 2023. Voici Michel Lefebvre, président de Club Adepte Quad Portneuf, concernant l'importance de ce lien. J'avais envie de dire un petit peu, comme vous avez parlé de troisième lien tantôt, parce que on avait 3 liens pour traverser à Mauricie. Celui-là, il est vraiment le central, il est tombé. Du côté de Notre-Dame de Montauban, ils ont des paires de voies de passage et des ponceaux de briseuses autres aussi. On dirait que c'est un corridor que toute l'eau va passer à la même place. Puis on a à Saint-Anne-de-la-Pérade présentement qui fonctionne. C'est le seul lien présentement qui fonctionne, mais c'est de l'asphalte. De l'asphalte, c'est juste l'asphalte. Fait que le monde attend ce lien-là. On parle de troisième lien, mais c'est le lien premier. C'est celui qui est tombé. Fait que là, on va être capable de le réaliser. L'entrepreneur est choisi. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de commencer la première pelletée de terre. Tout est réglé, le projet est en branle. Alors, nous sommes à la fin de Info CJSR, la première de cette saison d'automne. Merci d'avoir été des nôtres. En terminant, le bingo de CJSR reprend, lui, activité à partir du 8 septembre prochain. De nouveaux animateurs vont défiler devant vous au courant des prochaines semaines pour le bingo. D'ailleurs, on vous invite tous les dimanches à compter de 18h. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès des nombreux dépositaires. Et peut-être en 10 secondes, vous dire que l'improvisation Portneuf Alouette est en période de recrutement et
dans les locaux de CJSR à partir du 9 septembre. Et il y a des ateliers pour pouvoir joindre la Ligue qui, je vous le rappelle, joue tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. C'est ce qui complète Info CJSR pour cette semaine. La semaine prochaine, on parle avec Claude Duplain et Achille Gladu concernant la démarche, une démarche à Saint-Raymond et à Saint-Léonard. Merci à Philippe, Arthur, Charles, Tony, Luc, Carole pour leur aide et on se dit à la semaine prochaine.